Alors définissons tout d'abord un espace vectoriel réel. Donc si on prend un ensemble E non vide, l'ensemble E est muni de deux opérations. Alors tout d'abord une loi de composition interne appelée donc l'addition est notée donc comme ici avec un plus. Donc cette opération est notée de la façon suivante. Donc on a un élément de départ qui est dans E croix E, que nous appelons donc le vecteur, le couple UV, et à cet élément nous associons un élément de E qui est défini de la façon suivante, U plus V. Alors pour que la structure ainsi définie soit un groupe abélien, elle doit respecter 4 propriétés. Donc la première que nous notons EV1 étant l'associativité, donc quels que soient 3 vecteurs appartenant à l'espace vectoriel E, U plus W est égal à U plus V plus W. La deuxième, donc EV2 étant donc l'élément neutre. Donc il existe un élément neutre dans E, tel que quand on a U plus cet élément neutre, c'est égal à cet élément neutre plus U, et c'est égal à U. Donc la troisième propriété, c'est l'élément symétrique. Donc quel que soit U appartenant à E, il existe un U' appartenant également à E, tel que U plus U' est égal à U' plus U est égal à l'élément neutre. Et puis finalement la quatrième propriété, nous allons définir une deuxième opération, donc une loi cette fois-ci de composition externe appelée la multiplication par un réel, et définie donc de la façon suivante. Donc de R croix E, c'est pour ça qu'on appelle ça un espace vectoriel réel. Et puis donc à tout couple lambda U, on associe un élément de E qui est l'élément lambda fois U. Donc là aussi, 4 propriétés doivent être respectées. La première étant l'associativité mixte. Mixte, donc quel que soit alpha et bêta de réel, et puis quel que soit U appartenant à E, donc on a alpha fois bêta fois U est égal à alpha fois bêta fois U. Alors on parle d'associativité mixte parce que ici les deux opérations que nous avons définies sont les deux multiplications par un réel, alors que ici la multiplication est la multiplication dans l'ensemble des réels. Alors voyons maintenant la sixième propriété, donc la deuxième de cette deuxième partie, l'opérateur neutre. Donc quel que soit U appartenant à E, on a une fois U qui est égal à U. Ensuite nous avons une première distributivité, donc quel que soit un réel alpha et puis deux vecteurs de E, nous avons la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition de vecteurs que nous connaissons donc comme la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition classique. Et puis finalement, la dernière, une distributivité mixte qui nous dit que quel que soit alpha et bêta de réels et quel que soit U un élément de E, on a donc alpha plus bêta fois U est égal à alpha U plus bêta U. Donc on parle de distributivité mixte, parce que ici le plus est défini comme l'addition dans les nombres réels, alors que là est le plus défini ici au départ dans l'ensemble E. Et donc si l'ensemble E muni de ces deux opérations, plus et fois, respecte les 8 propriétés énoncées, alors il s'agit donc d'un espace vectoriel réel, et les éléments U et V donc appartenant à eux sont appelés des vecteurs. L'élément neutre est le vecteur nul. L'élément symétrique U' est égal à l'opposé de U. Et puis les éléments de R sont appelés des scalaires. Alors nous pouvons maintenant définir un sous-espace vectoriel. Donc si nous avons un ensemble E muni des deux opérations plus et fois un espace vectoriel réel, et un ensemble F inclus dans E tel que F est différent de l'ensemble vide, alors si F muni également de ces deux opérations est également un espace vectoriel réel, alors F muni de ces deux opérations est un sous-espace vectoriel de E muni de ces deux opérations.
Alors heureusement, pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, il ne faut pas montrer les 8 propriétés précédentes, mais uniquement, et donc on montre uniquement 3 propriétés. Donc avec f muni des 2 opérations, c'est un sous-espace vectoriel, donc il faut que f soit différent donc de l'ensemble vide, et puis quel que soit u, v appartenant à f, il faut que u plus v donc soit une opération interne et donc appartenant aussi à f, et puis quel que soit lambda appartenant à l'ensemble des réels, il faut donc que, et puis quel que soit u appartenant à f, il faut que lambda fois u appartienne à f. Alors on peut condenser ces deux dernières en montrant que alpha u plus bêta v appartient à f, avec bien sûr alpha et bêta de réels. Et donc ceci est une combinaison linéaire et nous allons revenir dessus tout de suite. Alors si nous prenons E, un espace vectoriel réel, et puis donc des éléments de cet espace vectoriel, les vecteurs donc U1, U2, U3 jusqu'à UN, et puis dans l'ensemble R, nous prenons les coefficients alpha 1, alpha 2, alpha 3 jusqu'à alpha n. Et puis nous appliquons maintenant les deux opérations de l'ensemble de l'espace vectoriel. Donc en commençant par la multiplication dans l'espace vectoriel, donc par un réel. Et donc avec l'addition, nous allons additionner ces différents résultats. Et nous obtenons donc un nouveau vecteur V, qui est la combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, U3, avec les coefficients alpha 1, alpha 2, alpha 3, et nous notons sous la forme d'une somme qui est égale donc à la somme pour i est égale à 1 jusqu'à n des alpha i ui. Alors on peut ainsi définir une famille génératrice de E, donc un ensemble de vecteurs donc U1, U2, U3 et ainsi de suite de E, tel que tout vecteur de V de E peut s'écrire comme une combinaison linéaire, donc ainsi définie, et dans ce cas, les vecteurs U1, U2 et ainsi de suite engendrent l'espace vectoriel E. Alors donc U1, U2, U3 jusqu'à UN est une famille libre ou une famille de vecteurs linéairement indépendants si et seulement si donc la somme pour i est égale à 1 jusqu'à n des alpha i ui est égale à 0 implique que les alpha i sont tous nuls. Et dans ce cas, aucun vecteur donc, ne peut être exprimé comme une combinaison linéaire des n-1 autres. Ils sont donc tous linéairement indépendants. Et la famille est libre. En revanche, ici, si on arrive à trouver un alpha i qui est différent de 0, alors la famille est dite liée, et donc composée de vecteurs linéairement dépendants, puisque au moins un vecteur pourrait être exprimé comme une combinaison linéaire des n-1 autres. En effet, parce que dans cette écriture-là, donc alpha 1, U1 plus alpha 2, U2, et ainsi de suite, est égal, enfin plus alpha n, UN égale à 0. Considérons que c'est celui-ci qui est différent de 0, et donc on a alpha 1, U1 qui est égal donc à moins alpha 2, U2, plus et ainsi de suite, moins alpha n, UN. Et donc en divisant par alpha 1 qui est différent de 0, on a moins alpha 2 sur alpha 1 U2, ainsi de suite, moins alpha n sur alpha 1 UN, et on a bien donc un vecteur qui peut s'écrire comme une combinaison linéaire des n-1 autres. Donc définissons maintenant une base. Donc une base est d'un espace vectoriel est un n uplet, donc U1, U2 jusqu'à UN, donc un ensemble de vecteurs, donc linéairement indépendants, donc une famille libre, et également une famille qui soit génératrice. Alors toutes les bases d'un même espace vectoriel comportent le même nombre d'éléments, et dans ce cas, quel que soit un vecteur V appartenant donc à E, il peut s'écrire comme une combinaison linéaire unique des vecteurs de base, donc V est égal à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus
alpha n un. Et donc le nombre de vecteurs ici écrit, donc le nombre de vecteurs de la base, est appelé la dimension de l'espace vectoriel. Alors par exemple, la dimension de R2 c'est 2, et donc la dimension par exemple de Rn c'est n. Donc une droite vectorielle, c'est un espace vectoriel de dimension 1, puisqu'elle est engendrée uniquement par un seul vecteur u. Et puis un plan vectoriel, donc est un espace vectoriel de dimension 2, puisqu'il est engendré, lui, par deux vecteurs.